Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire que nous avons intitulé Pédagogie et formation, les clés de l'apprentissage. Avant toute chose, je vais me permettre de faire une petite explication sur le fonctionnement de Teams et notamment le fonctionnement de la traduction, puisque nous avons aujourd'hui des personnes francophones et anglophones. Donc, pour Teams, vous avez un certain nombre d'outils qui vous sont proposés. Donc, normalement, vous devez voir à l'écran sur votre fenêtre Teams différentes icônes qui sont ici. Je vous invite à cliquer sur l'icône avec 3 petits points, ensuite langue et voix, puis de choisir votre langue d'interprétation. Et ici, vous avez possibilité de choisir si vous voulez entendre le webinaire en français, en anglais ou en original, d'après ce qui est en fonction de ce qui sera présenté. Donc, je répète, dans Teams, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici. Ensuite, choisir langue et voix. Et ensuite, au niveau de la langue d'interprétation, vous pouvez choisir si vous voulez entendre en français ou en anglais. Merci à ceux qui viennent de se connecter de couper les micros. Merci. Voilà. Pensez bien à désactiver les micros. Nous utilisons pour ce webinaire de l'interprétariat qui utilise l'intelligence artificielle. Nous allons donc tester cette manière de faire en espérant que la qualité de l'interprétariat soit bonne. Merci de nous confirmer que ça fonctionne bien chez vous et que vous comprenez bien. L'interprétariat implique un petit décalage de 5 à 6 secondes. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, pour ceux qui parleront, de prendre la parole, de laisser le temps de la traduction. Super, merci Violette pour ce retour sur l'interprétariat. Je me permets aussi de vous rappeler les différentes options qui existent aujourd'hui sur Teams. Donc, vous avez la conversation qui vous permet d'écrire dans le chat. Donc, je vois que déjà certains l'utilisent, c'est très bien. N'hésitez pas, si vous avez une difficulté, vous pouvez écrire dans le chat et Niusha sera à votre disposition pour vous aider à résoudre les éventuels problèmes que vous avez. Vous avez ensuite le petit outil « Lever la main ». Ceci est à utiliser lorsque vous voulez prendre la parole. Donc, ce sera principalement lors des temps de questions-réponses. Vous avez ensuite le petit personnage réagir qui vous permet en fait de réagir grâce à différents émoticônes. Et puis, ce que vous connaissez aussi, c'est la caméra. Donc là, par défaut, on vous demande tous de couper la caméra et le microphone. Et là aussi, je vous demande de tous le couper et de laisser uniquement les intervenants ouvrir le micro. Donc, l'interprétariat, je vous l'ai précisé. Vous avez aussi la possibilité d'activer les sous-titrages. Donc, je vais mettre les sous-titrages en direct. Je pense que la majeure partie d'entre vous le voit maintenant. Vous avez possibilité, pour l'instant, donc le sous-titrage fonctionne avec la langue qui est parlée au moment. Donc, pour l'instant, c'est le français et ce sera sous-titré en anglais ensuite pour les autres. Enfin, dernière petite astuce, vous avez normalement la possibilité aussi de traduire le PowerPoint. Vous avez 3 petits boutons qui sont situés ici en bas des slides, sur laquelle vous pouvez choisir traduire les diapositives et choisir votre langue, donc soit la langue originale, soit l'anglais, et même si vous souhaitez l'espagnol, l'allemand ou l'italien. Et donc, cela vous permet de traduire automatiquement les slides en anglais.
Voilà, j'espère que ces conditions vont vous permettre de suivre au mieux ce webinaire et que tout fonctionne bien. Voilà. Pour le programme d'aujourd'hui, notre webinaire donc, a pour objectif de vous partager des expériences de terrain sur des dispositifs de formation qui sont innovants. Ça va être aussi voilà, l'occasion de discuter un peu des leviers pour avoir une pédagogie plus adaptée, plus efficace, et puis de s'inspirer mutuellement pour améliorer nos pratiques auprès des organisations de producteurs. Pour ce faire, nous vous proposons un webinaire d'1h30 environ, avec une première partie d'introduction où on va revenir sur quelques fondamentaux sur les principes de formation et de pédagogie. Ensuite, nous aurons 2 expériences partagées qui sont à la fois au Kenya, avec la formation des agriculteurs, et à Madagascar sur la formation des conseillers agricoles. Et puis, pour conclure, nous aurons voilà, quelques slides de synthèse. Je me permets de rappeler pour les personnes qui viennent d'arriver, si vous souhaitez avoir l'interprétariat, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici, choisir langue et voix, langue d'interprétariat, et choisir ensuite le français ou l'anglais. So for people who want to have translation, you have to select here others, language and voices. Then you have to select language of translation and choose between French or English, depending on what you want to listen. So normally this will help you to hear the translator. You also have the possibility to translate the PowerPoints by select here these 3 points, and you have something as translate the slide, and you will select which language you want for the translation. So I hope it will work for everybody. And if you have any problem, Nusha will try to help you. Je vais reprendre en français avec cette introduction sur quelques fondamentaux sur la formation et la pédagogie. Donc d'abord, j'avais un peu envie de vous poser une question. Si je vous dis formation, quel mot spontanément vous vient à l'esprit? De quoi, qu'est-ce que ça vous évoque? Souvent, en fait, quand on parle de formation, il y a tout un champ lexical assez riche qui sont voilà, autant des verbes comme enseigner, former, éduquer, savoir, apprendre, instruire, qui sont autant de mots différents qui témoignent aussi de postures pédagogiques qui peuvent être différentes en fonction un peu d'où l'on se place. Vous avez aussi voilà, des mots comme compétences, information, qualification, capacité, savoir-faire, aptitude, connaissance. Tous ces termes-là désignent davantage le contenu de la formation, ce sur quoi on souhaite s'améliorer ou changer, ce qui est vraiment le cœur de notre formation. Et puis ensuite, vous avez voilà, des mots là, que vous voyez apparaître en bleu foncé qui montrent un peu une diversité de modalités de formation, comme des cours, de la formation en alternance, de la formation e-learning, de la formation pratique avec des stages, de la formation initiale ou continue, des champs écoles. Voilà. Tout ce vocabulaire peut vous montrer en fait que la formation peut être comprise dans un sens très large et qu'elle mobilise des moyens, des méthodes, des objectifs très variés. Ça nous montre aussi que je pense qu'on a tous finalement des définitions un peu différentes de la formation en fonction de nos propres expériences ou de notre secteur d'activité. Alors, si on essaye de définir la formation assez spontanément, en fait, on va avoir une vision de la formation qui nous renvoie à ce qu'on le connaît le plus. Ce qu'on a connu, en tout cas, c'est la vision scolaire, donc le modèle un peu classique de l'école, avec un formateur dans une salle, un objectif, un contenu, un cours, une discipline. Et finalement,
je pense qu'on a tous eu l'occasion de voir qu'on pouvait se former autrement que dans une salle et que la formation peut avoir une définition un petit peu plus large que l'on peut associer un peu au concept d'apprentissage. Je vous ai mis ici dans la slide une proposition de définition que je vais vous lire. La formation est un processus structuré d'acquisition de connaissances, de compétences, d'attitudes ou de comportements visant à permettre à une personne de s'adapter, de se perfectionner ou d'évoluer dans un contexte personnel, professionnel ou social. Autour de la formation, dans cette définition, on voit que finalement, il peut y avoir, un peu comme je vous le disais sur la slide précédente, différentes modalités. On peut se former dans des stages de formation, dans des cursus de formation, on peut se former à distance, on peut se former, s'auto-former, se former tout seul de son côté. On peut apprendre sur le tas, on peut échanger entre pairs, on peut apprendre dans l'analyse de nos pratiques. Tout ça, en fait, nous montre voilà, que la formation est un processus un peu d'acquisition de compétences sur le long terme. Et finalement, ça revient aussi un petit peu au concept de la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire que la formation, c'est quelque chose finalement qu'on va développer tout au long de notre vie. Vous voyez ce petit dessin qui vous montre, voilà, à tous les âges, on continue à se former. Alors, sur cette slide, je vous présente une pyramide qui montre un petit peu les différentes méthodes d'apprentissage et qui les classe en fonction du taux de rétention estimé, c'est-à-dire en gros ce que les apprenants retiennent en mémoire, en moyenne. En haut de la pyramide, vous avez les méthodes qu'on va appeler plutôt passives, qui vont être les cours magistraux, les conférences, la lecture de documents, le visionnage de vidéos. Toutes ces méthodes-là qui vous sont listées, on considère qu'elles permettent un taux de mémorisation assez faible, entre 5 à 30%. Ici, l'apprenant est plutôt un spectateur. En bas de la pyramide, vous avez plutôt les méthodes qui mobilisent plutôt un apprentissage actif. Pardon, excusez-moi, ici, il y a une erreur sur le mot, mais c'est bien l'apprentissage actif. Et ici, en fait, le fait de discuter, de faire soi-même, ou encore mieux, d'enseigner à son tour, contribue à une meilleure mémorisation. Ce sont des méthodes qui sont plus efficaces, puisque l'on considère qu'on peut avoir jusqu'à 90% de rétention. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, plus un apprenant est impliqué activement, plus il apprend durablement. Cela nous invite un peu à repenser finalement voilà, comment on inclut la pratique, l'interaction, l'expérimentation dans nos contenus de formation. J'espère que tout se passe bien dans les connexions. Je vois qu'il y a encore des discussions et des échanges. Niusha, peux-tu me confirmer que, a priori, ça fonctionne à peu près? Oui, de mon côté, la traduction, ça fonctionne, mais il y a Daniel qui a encore quelques soucis et on essaye de voir ça ensemble. D'accord, ok. Bon, bah, j'espère que ça se résolvera. Et pour toutes les personnes qui viennent de se connecter, je vous remercie de bien vouloir couper les micros. And so I don't know if there are some people who speak English, and if you need to have some advice to know how to connect with the translation, please write a message in the chat to ask an help from Niusha. Je continue du coup cette petite introduction. Donc ici, voilà, une pyramide qui nous montre un peu la mémorisation en fonction des modalités d'apprentissage. Sur cette pyramide-là, sur ce schéma ici, c'est un peu une autre manière de vous présenter les choses. On vous montre finalement voilà, comment on peut apprendre plus ou moins en profondeur. Vous voyez en fait qu'on a un début d'iceberg ici qui est présent. Souvent, voilà, quand on
on travaille dans la formation, les premières formations qu'on fait, ça va être des formations où on va transmettre des connaissances, où on va faire comprendre des messages. C'est ce qu'on appelle un apprentissage plutôt en surface. On va être principalement dans de la mémorisation et dans la compréhension de connaissances théoriques. C'est plutôt voilà, de la diffusion de savoir un peu académique ou sur une discipline. Si on commence à regarder en dessous dans notre iceberg, on va avoir des formations avec un apprentissage qu'on va appeler intermédiaire, où ici, on va mettre l'accent davantage sur le développement de compétences et puis d'essayer de faire le lien entre la théorie et notre pratique. Donc là, on va avoir des formations, on va chercher davantage à essayer de appliquer, à faire les choses ou à analyser. Ça va être des objectifs de formation un peu plus poussés. Et puis vraiment, tout en bas, pour avoir un apprentissage en profondeur, et bien là, vous avez des formations qui vont en fait mettre l'accent davantage sur essayer de faire changer un peu le regard des gens, les concepts que les gens peuvent connaître, et essayer de travailler davantage sur faire changer voilà, des stratégies, les aider à avoir un regard critique sur des contenus et à être en capacité ensuite eux-mêmes de créer, de développer de nouveaux savoirs. Donc vous voyez ici que cette représentation, en fait, elle nous montre un peu que voilà, les objectifs pédagogiques peuvent être assez variés. On a tendance à connaître principalement voilà, des formations, on travaille sur la connaissance et la compréhension. Mais si on veut un apprentissage plus en profondeur, voilà, il faut que nos formations nous aident à travailler plutôt sur des objectifs d'évaluation ou de création. J'ai essayé de remettre ici un petit peu ces concepts dans une dernière illustration d'iceberg. En gros, on a la partie émergée de l'iceberg qui est notre formation traditionnelle, au cours de laquelle voilà, on cherche à connaître, à comprendre, où on a plutôt des cours, des exposés, des formations en salle. Et puis, si on commence à regarder un petit peu en dessous, on va voir que 20% finalement de notre apprentissage va se faire aussi de manière informelle grâce aux interactions qu'on va avoir avec notre entourage ou avec nos collègues, donc dans des démonstrations, dans des discussions, dans des échanges. Et puis, ce qui va vraiment voilà, nous aider finalement à apprendre, ça va être l'expérience et la pratique, où là, on va expérimenter nous-mêmes, on va se confronter à une réalité qui va nous permettre réellement d'apprendre et de progresser. Voilà, dans la réalité, finalement, pourquoi aujourd'hui on a voulu vous faire ces rappels, c'est que finalement, la formation un peu traditionnelle reste la plus courante. Parce que finalement, c'est à la fois le format qu'on connaît le plus et c'est celui qui rassure le formateur et notamment le formateur occasionnel. C'est aussi la modalité la plus simple à organiser sur le court terme, parce que il nous suffit voilà, de transférer un savoir, de délivrer un cours. C'est aussi celle où finalement le contenu est complètement maîtrisé du début jusqu'à la fin par le formateur. Et on ne se laisse pas surprendre finalement par ce que vont nous dire les participants. On est voilà, en totale maîtrise. C'est aussi celui qui donne l'impression d'une efficacité rapide. Voilà, on a déroulé notre cours, on a fini notre cours, la formation est finie. Mais voilà, c'est aussi finalement celle qui nécessite assez peu de compétences en pédagogie pour les formateurs. Il suffit d'être expert de son sujet et de délivrer son savoir. Alors, la réalité, c'est qu'on considère que ce type de formation n'est pas adapté réellement pour un public d'adultes, et notamment voilà, pour le public des agriculteurs avec lesquels nous sommes tous amenés à travailler. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous partager sur cette slide un peu les 4 lois de l'apprentissage pour l'adulte. En gros, de quoi un adulte a besoin pour pouvoir apprendre en profondeur. Vous voyez cette image qu'on avait tout à l'heure de notre iceberg. Finalement, comment on peut faire pour qu'un adulte puisse vraiment apprendre en profondeur? Il y a 4 éléments clés à connaître pour accompagner un adulte à apprendre.
La première chose, c'est qu'il faut que la formation, elle ait du sens pour lui. L'agriculteur et l'adulte, finalement, a besoin de sens, il a besoin de voir que la formation, elle va être pertinente par rapport à ses objectifs personnels ou professionnels. Il veut savoir pourquoi, finalement, il doit apprendre quelque chose. En fait, il va mieux apprendre si le contenu de la formation répond clairement à un problème qu'il se pose. La deuxième chose, c'est l'expérience. L'adulte qui arrive en formation, c'est pas un vase vide et le savoir, c'est pas une chose que l'on va transvaser du formateur au formé. Le formateur, c'est pas un expert qui sait tout, mais c'est plutôt un révélateur de savoir. Il a pour but, en fait, de valoriser le bagage d'expérience et de savoir de chaque stagiaire. Et donc, pour l'adulte qui vient en formation, en fait, il souhaite vraiment que son expérience soit prise en compte et valorisée dans la formation. L'adulte, il a aussi besoin d'action. Pour être captivé et pour être motivé dans la formation, il doit être actif. Il doit se sentir voilà, à manipuler, expérimenter, choisir, pratiquer. Et plutôt que d'être en écoute passive, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu déjà aussi dans les précédentes slides. Enfin, l'adulte, il a besoin de prendre du recul et de prendre du temps pour réfléchir, faire le point et mesurer sa progression. Il attend aussi que les efforts qu'il a pu faire soient reconnus, que son engagement soit valorisé. Tout ça, ça va le motiver, ça va contribuer à sa motivation et à sa confiance. Et il va voilà, prendre conscience de sa progression. Donc, une fois qu'on a dit ces 4 lois, quelles conséquences ça a en termes d'ingénierie de formation? Nous, en tant que formateurs, comment on doit prendre en compte ces besoins-là pour adapter et avoir des formations qui soient efficaces? Eh bien, pour avoir une formation qui prenne en compte justement ce besoin de répondre à un besoin concret et réel du producteur, ben, il va être essentiel d'adapter la formation aux besoins du public. Une formation efficace, elle ne part pas de ce que le formateur veut dire, mais plutôt de ce que l'apprenant a besoin de résoudre. Donc, il va falloir vraiment comprendre quels sont les besoins, comprendre ce que veut l'apprenant, pourquoi il vient en formation, et puis définir des objectifs et des méthodes qui s'adaptent à des situations réelles sur le terrain, pour connecter aussi le contenu de ma formation avec la réalité de ce que vit l'agriculteur sur son exploitation. Par rapport à l'expérience, si on souhaite en effet prendre en compte le fait que l'agriculteur a déjà une expérience vécue, eh ben, on va essayer en fait au maximum de lui donner la parole, donc de lui laisser exprimer sa perception sur le sujet, de mettre un petit peu à plat tout ce qu'il sait déjà, de vider son sac en quelque sorte, et puis de partager ce sac, que chacun des participants puisse partager ce qu'il sait. Et finalement, d'animer ces échanges entre groupes, ça va être une vraie force, puisqu'en fait, la confrontation entre des avis qui sont différents, des points de vue différents, c'est ça qui va permettre la remise en cause et favoriser l'émergence de nouvelles connaissances. Donc le groupe, vraiment, le fait d'animer de l'échange entre groupes, ça va favoriser l'apprentissage et ça va aider vraiment à mieux apprendre. Mettre en action l'agriculteur, et ben pour ça, il va falloir prendre en compte un peu les méthodes qui favorisent, qui permettent de vraiment capter l'attention et mémoriser. Donc, il va falloir alterner à la fois des cours magistraux, des interventions, des exercices en groupe, de la réflexion personnelle, des visites, du travail pratique. C'est toute cette diversité de manières de former qui va être importante, d'autant que plus on répète, et mieux c'est finalement. La répétition contribue aussi à l'apprentissage. Enfin, pour la prise de recul, alors ça revient un petit peu à la même chose, prendre le temps de répéter plusieurs fois de la même manière un message, ça va aussi nous aider à faire des erreurs, de se tromper, d'essayer et puis de faire un débrief de ces erreurs pour finalement, voilà, réussir à apprendre de nos erreurs. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, on va apprendre de nos erreurs. Donc il est important aussi qu'en formation, on fasse plusieurs exercices et qu'on débriefe ces exercices pour vérifier finalement, avoir un peu un feedback de savoir, voilà, est-ce que la personne a bien compris
a bien compris le message, et on va répéter et répéter encore et prendre le temps finalement d'évaluer les acquis de la personne au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la manière dont fonctionne un adulte en formation. Donc ce sont des éléments assez théoriques que je vous ai exposés pour l'instant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur des partages d'expérience. Donc, on va avoir un premier partage d'expérience qui va nous être présenté par Nicolas et Daniel de CGA. Donc, j'invite bien les francophones à activer la traduction pour qu'ils puissent entendre en français la présentation qui va être faite par Nicolas et Daniel au niveau de CGA. J'espère que les problèmes qu'ils ont rencontrés tout à l'heure sont réglés à présent. Et donc, si Nicolas et Daniel peuvent ouvrir leur micro. Yes. Daniel? Yes, I'm here, and nice. And of course, I can see my slides will be played for me. Yeah, I think you can find it in English also. Did you manage this? Yes, I have the translation of the slide. Yes. Yes. Mine is in English. Okay, very already. Nice. Okay, so I let you start. Is it okay? Sure. So let's start. That's your turn. Okay, thank you so much. My name is Daniel. Daniel Junge. I am going to take us through the presentation that is done for CGA, that is Cereal Growers Association in Kenya. We are going to do this with Nicholas. Nicholas is in Meru, one of the regions in Kenya called Meru, and I'm from Laikipia region or county. So first of all is to probably just tell us a little bit about Cereal Growers Association. It's an organization that is in Kenya, an association for grain producers and farmers, and it's made up of more than 600,000 members at the national level. And of course, we have quite a bit of the indirect beneficiaries, 2.5 million of them. Our vision is to be the leading provider of innovative agri-food solutions in Africa. So we hope that we are going to impact the lives of farmers across Africa. And our mission is a strengthened association that offers sustainable agribusiness solutions to farmers and other stakeholders to improve competitiveness and economic empowerment. So we hope that with our work, we are going to ensure that we offer stakeholders and farmers an opportunity to be more competitive and to have a higher level of economic empowerment. I want to believe that I'm audible enough and that translations are going on, because I can't hear anything from my side. Great. Thank you. So the map that you can see there is Kenya. That is the country called Kenya in East Africa, and there are those areas that are marked with in blue. Those are the counties in which we are implementing, or we are working with the FAT in Kenya. And of course, the other areas that are in green are the areas that we are working in. Majorly the arable areas, where we have arable land in Kenya. In fact, much of the gray areas are the arid areas in Kenya, and so that is why we might not have a lot of work
going on in those areas, because majorly we have been working on crop-based value chains. So the counties that we are working in with the FAT, one of them is like Laikipia, and there is Meru that are next to each other, and then there is Uasin Gishu that is to the far left. Okay. So I will say something about the situation of farming or agriculture in Kenya, and also specifically the farmers that we have been working with. So within CGA, we have members who are from large to medium and also small scale farmers. And the medium and large scale farms are the ones who are doing from 700 hectares and above, largely dominated by farmers who are doing wheat, maize, sunflower, canola, barley, and peas. And then we have more than 80% of agricultural production coming from the small scale farmers, who are largely doing farming in an area from 0.2 to 4 hectares. And also the main crop definitely in Kenya is maize, but you also have other crops like sorghum and millet, beans and peas, potatoes and other tubers. And of course, we have quite a bit of farmers who are doing fruits, so many fruit trees. In fact, it is increasing now in Kenya. We also have quite a bit of vegetables and a bit of livestock. And this is especially in the ASAL, semi-arid and arid areas. And much of the production that we do is largely for home and family consumption, but we also export tea and coffee and cut flowers in so many of the European and Middle East countries. We also recently are selling or exporting a lot of avocados and vegetables, and even cut. And of course, the small and the very big farms account for about 65% of the country exports. Quite a bit of constraints in Kenya. So many challenges that affect agriculture. The main one being climate change, where we have extreme weather events. Be it rainfall, times when we go without rainfall for a long period of time, especially in a county like Laikipia, which borders the arid areas. We have had years where the rainfall has been so low, such that all the crop dries in the farm. And the other issue that we've had is a lot of land and soil degradation, where we have high levels of low levels of acidity, as in pH. So a lot of acidity, too much farming over the years without any form of reclaiming the land, and quite a bit of use of chemicals. So many of the farmers are using chemicals, and unfortunately, most of the time not using them in the right way. Also, fertilizers, in terms of how they are applied, in most cases, is not with regard to optimality of production. We have new pests and diseases that are also becoming quite a bit of a challenge. The issue of land tenure, where we have leases that don't go beyond 1 year. And of course, that means that farmers cannot be able to really do very good planning of the production. And recently, there is so many land buying companies, land buying and selling companies. And so we have quite a bit of land being subdivided. So basically, those are some of the major issues that we are having in the line of that are constraining our agriculture. So
I'll say something about our interaction with FAT. The partnership that we've had started all the way from 2013. And of course, those times that is when the interaction started with the visits, some of our farmers visiting France and getting to know how they are doing their farming. And then now a program or phase 2 of the same started in 2016 and 2017, where we had support of farmers through groups, and this was done in 2 counties. And then between 2018 and 2023, we continuous with the help and support of FAT to improve the services and visibility, increasing the visibility of CGA. And of course, we started implementing a county leadership and doing the leadership structures of CGA. And this was done in 5 counties: Nakuru, Narok, Uasin Gishu, Meru, and Laikipia. And then we started now piloting agroecological practices action and working out with farmer groups directly in Laikipia and Meru counties. And then now comes the phase 4, where we are now from 2024, that is last year, and we are going to continue this up to 2026. And we have restructured in ways that we have learned through the process, so that we are able to deepen impact for the farmers that we are working with. And now we are concentrating on only 3 counties, that is the ones that I've shown before. And then we are working with fewer groups and ensuring that we are doing holistic approach to farming and agroecology. So we are not just, and as you are going to see later, we are not just doing with the grain value chains, but going into what the farmers are looking for holistically. So it's good to know where we are coming from and why. Before we, in every county, would have about more than 100 groups working with 1 field staff. And it means that in terms of the group or the farmer groups, the immediate farmers or the grassroots farmers that we are interacting with, the interactions were very few. We also were mainly doing trainings in lecture method, and trying to ensure that we reach as many people as possible. The main trainings were done by us, the CGA field staff, and also government staff. For example, the Department of Agriculture in the counties, they were helping with the trainings. And also we had a lot of profit companies coming in to do the trainings. So of course that tells you that there could have been quite a bit of bias in terms of the delivery or the information that was reaching to farmers. And we had farmer leaders and really farmers, we call them farmer advisors. And the farmer advisors, majorly, they were doing mobilization of farmers and the groups. And of course, trying to repeat the lessons that we are learning with them after we have done the trainings to the farmer advisors or the lead farmers, and then they go try to do the trainings to the farmers on the ground. As you can see on that picture on the bottom left is a training that we are having with one of the partners that we had called Bayer. East Africa is one of the agrochemical companies that we were working with on that. And then in terms of the kind of trainings that we did, majorly we had the same program for all groups. We trained on good agricultural practices, use of quality products, of course the basic things being information about improved seeds, the varieties, and pest control products and fertilizers. We also had trainings on post-harvest handling and leadership. So mainly we had a curriculum that was uniform in all groups. And of course, there was retro
participation of the groups on how the actual coming up with the curriculum was. Of course, we used technical manuals to do to guide the training. And then came an opportunity where we interacted with other entities who are doing it a little bit in a little bit different way. And one of the major entities who helped a lot is a visit that we did in Madagascar, majorly with the Cap Malagasy, FIFATA, and CEPHL. And of course, we learned a lot about how to do outreach and how to reach out to farmers, as you can see in some of those pictures there. We also got an opportunity to have a deeper discussion, a joint evaluation that was done by FAT and CGA. And during that evaluation, we saw that is one of the areas, one of the points where we discussed about the width or the kind of outreaches that we are doing. We had spread too wide, but quite thin. And we discussed about how we can reduce the number of groups so that we can have a closer support and we can have a greater impact. And then we had quite a bit of trainings that were done by FAT technical persons, especially Nadij and Joseph. And of course, with Alvarez also, we have had quite a bit of visits with Dr. Delphine, where at least now we came to accept that there are things that we can do a little bit differently so that we can be able to reach out to farmers in the best way possible, and so that we can be able to learn together with the farmers. And so that is how we came up with we moved to the new approach of training, where number one, the needs or the training needs are coming from farmers themselves. Of course, with the help of us as the field staff. So we sit and discuss the issues, the challenges that are affecting the farmers and how they want them to be addressed. And we come up with a work plan. And then we have fewer groups. So one field staff, or each one of our field staffs will have between 10 and 15 groups, and this has helped us even to have the good knowledge of the farmers themselves, their needs and their challenges, and because we have quite a bit of interaction with them. The other thing that is worth mentioning is the content of the trainings. As I said before, we used to do quite a bit of the generic, the good agronomic practices, post-harvest handling, but now we are able to look at it from the perspective of farmers themselves and the specific needs that they have. So the training has been diversified to be according to the needs of the farmers, and that is why currently you will find groups that are very much interested with learning and about the grain value chains that we've had before. But recently there is quite a bit about the other like the small livestock, the chicken, and so you will find that we are working with the farmers to even be able to do their chicken farming, poultry farming in the best way, in a healthy and profitable way. And of course, quite a bit of engagement in vegetables, root crops. Right now, we are working with the farmers who want to do kitchen gardens where they are growing vegetables. A lot of tree nurseries are coming up. A lot of trainings and demonstrations on root crops like potatoes are coming up. And so it means that we are able to tailor the trainings to the needs of the farmers themselves. And another very important aspect has been economics, where we look at the technical issues or the technique of farming
vis-a-vis what it costs and what it means in terms of the financials to the farmers themselves and the farming households. These days we don't have so long trainings. We have mini trainings, but in short sessions. So you will find a training that is on say, for example, marketing or good agronomic practices that is split into so many sessions. There before we would have quite a bit of long training, maybe a whole day, and then we would try to put everything within that that training. But of course, we still do that for the farmer advisors that we are having, so that we can equip them with also the skills to be able to help with reaching out to the farmers. The learning methods also have been a bit of a difference, so that we can be able to ensure that at least quite a bit of adoption is happening. And the trainings have been now more practical. So every other activity is largely demonstrative in nature. So we demonstrate on how to make compost. Yeah, demonstrative. We demonstrate on how to make, for example, compost, different composts. Yes, we do a lot of organic inputs trainings, and of course we demonstrate on how to come up the specific steps on how to come up with a certain organic input, be it a biopesticide that the farmers are in need of. Of course, even in terms of chicken feed production, in fact, one of the groups or some of the groups, we are starting from the point where you plant the materials in the farms and working it out with the groups all the way up to where they're able to feed them. The different substrates, coming up with the different substrates and formulating the kind of feeds that the chicken need, up to the point where they can feed them to the chicken, and the whole process is very demonstrative. Of course, there is a part of theory in terms of experience sharing. We do a lot of discussions with the farmers and get to know how they are faring in terms of their levels of adoption. When we visit them in the farms, getting to know the challenges that they are having, and trying to dig deeper into why the farmers do what they are doing, and why we as the technical persons are proposing some of the practices, some of the small changes that we propose, so that it's not just the how, it's not just how things are done, or how for example, a certain biopesticide is made, but going beyond the how to why every step matters. And then we ensure that we link the successive training courses, so that, for example, how the season progresses, the training courses are designed in a way that it will move according to how the season is progressing. Like, for example, immediately after farmers have done harvesting, we start trainings on soil health, for example, so that by the time they are able to start now the other season, then they will have done all the important things that they need to do to ensure that the soils are ready for the next crop. And as you can see in those pictures, the same thing about the demonstrations. Like in the first picture, the farmer there and one of the field officers are demonstrating about how to make Tithonia tea. And of course, in the second picture is a demonstration on how to do inoculation of beans with
with the nematodes for helping with the root nodulation. We go to the next slide, again about the learning methods. Yes, so as I said, quite a bit of demonstrations, and these demonstrations is also doing it with the farmers or doing it with the group of the people that you are training, but also having demonstration farms or demo plots where farmers are learning as the crop continues to grow on the farm. So the farmer field schools are a great point or a way of training farmers that we are doing, so that the farmers will come to the point where we have the demo, and we are going to work it out together with them so that they can learn in the process, even as we also learn from them. And then about peer-to-peer knowledge sharing, quite a bit of exchange visits, and we have now structured the exchange visits so that we have the internal intra-county, where within Laikipia, there are those standout farmers and the farms that are doing well. So we map them out, both the farms, both the social way of doing farming, the household, how the farming families are doing their farming. So we map them out and recommend them to farmers for visits. And the farmers can learn from each other. And of course, we also visit other farmers who are not necessarily within our immediate locality, so that we can be able to see, for example, how the farmers are dealing with the issues of drought in other areas, not just in within, say, for example, our county called Laikipia. The model farms and agroecological learning sites have been also of great points of learning. We have these sites. Where we have so many agroecological practices being demonstrated together. And these are the main sites where, for example, if at all we are doing a training for the farmer advisors, these are the places where we do that training, so that the farmers can be able to see the holistic or the broader aspects of agroecological practices being done in the same place. The same thing about model farms, quite a bit of model farms that we are also having. And these farms are sites where farmers are also getting quite a bit of trainings. The role of the trainer is also very, very important, so that ourselves, the field persons, are not just the handlers or the owners of information. We are not just giving the farmers information directly. We interact with the farmers to know the points at which we are supposed to come in and support. And after trainings, we also do a lot of group and individual visits. So we visit farmers individually in their farms and discuss with them so that we can follow up on how they can come up and adopt some of the technologies that they have learned. And of course, we organize a lot of refresher trainings to ensure that the areas where the farmers are lacking, then we can be able to discuss on how, together with the farmers, come up with the ways on which that they can be able to be able to even fill in the areas, the gaps that they are having. And also, we have reviews. At the end of the year, we sit again with the group and look at the work plan and see which areas we've been able to do well in terms of meeting our objectives, and where we need to revisit. We have different training materials that we are also using. Posters, brochures, videos. We have tablets where we have videos that we can directly demonstrate or show the farmers how the farming is done in different other areas.
and of course the training manual for field staff and the coordinators. And as I said, because the trainings are demonstrative in nature, so we have also the tools and equipment to do the demonstrations. And recently, the training scenarios where you first of all come up with how you are going to do the training and plan it in advance so that it can be more effective. So in conclusion, the two approaches that we had earlier and or how we were doing the trainings before and how we are doing it now. Number one, in terms of getting to know exactly what to train on, and determining the topics to be trained. More of generic topics for all groups. And then so many of the trainings done to leaders and relay farmers, and not basically, not generally to the actual grassroots farmers. The grassroots farmers would be reached out by, by the leaders. And we would train as much as possible, have as many farmers as possible being trained. Currently, we ensure that we have better knowledge of the farmers. So it's about the needs that the farmers themselves express, and the needs that we jointly together with the farmers identify. And of course, through that, the group comes up with a work plan, and of course, together with the group, we implement that work plan. And then in terms of quite a bit of theoretical content from textbooks, that is what we were majorly doing trainings on before. And of course, the fact that we had other biased profit making organizations participating in the trainings or doing the direct trainings, then it means that much of what was being trained to farmers was basically what the companies came up with also. These days we have now the tailor-made training courses that are designed with the help of the farmers, all together with the farmers. And of course, it means that there is a lot of neutrality now, so that we look at what specifically will help the farmers to grow, and not just to take up technologies that are coming from companies. And then quite a bit of sessions before, they were done in a classroom setup, and of course lecturing, talking to farmers directly like a teacher and a student. But these days the trainings are more practical, a lot of demonstrations. Actually, most of the trainings are done in the farms, and of course there was thorough evaluation that was being done. And we would not visit the farmers so many times, because we had so many farmers that we are reaching out to. And but these days, of course, we visit both individual farmers and also visit them at the group level. And we also ensure that we relook at what we intended to do and what has been achieved at the end of the day. So we have already started seeing some of the results of the new approach that we are implementing, or we are doing. There is quite some increase in adoption of the technologies, and one of the major is Tithonia. As an organic fertilizer. We have seen quite a bit of farmers also being able to plant, especially like this season. We've seen farmers doing Tithonia in hedges so that they can use it in the future, both as biomass and making of, for example, Tithonia tea. And then we have also seen an increase in revenue, especially through diversification,
because we can work out with the farmers how they can enhance their poultry, their vegetable farming, their tree seedlings, and so they are able to come up with different ways of getting money and from farming. And then the fact that we are also working on discussing the cash flows and the gross margins of the farms, then there is some increasing awareness among farmers on the costs of different innovations and practices, so that if at all you are coming up with a new technology, the farmers would want, they are keenly following up to know, especially what does it mean in terms of the cost, and what does it mean at the end of the season in terms of the gross margins that they get. And then there is a lot of cross-learning and information sharing between farmers and coordinators. The fact that we are directly working with the farmers, and we are able to probe, to get deeper knowledge, or to get deeper meanings of the issues that are affecting farmers. It means that it's happening that most of us, the coordinators or the field staff, we are able to learn more and from farmers also, and the farmers are able to also learn more from us because we are having a lot of interaction. And then the fact that the farmers are the ones who are coming up with the work plans, and they are looking at the progress of the work plans. They are looking at how they are able to implement the work plan. And because we are also doing reviews, then there is a lot of ownership of the initiatives. The farmers feel that this is what they are looking for, and this is what they want to continue with, because it is speaking directly to their needs. And then a lot of sustainability of interventions, because we have the services that are clear, and the fact that even the farmer advisors, some of them are coming up with ways of sustaining, for example, the production of organic inputs. It means that we are more sure of sustainability of the intervention. And also good to note that we have also seen quite a bit of empowerment of women and youth, more participation in decision making and leadership of both women and youth. So it's also good to accept that we had quite a bit of a challenge at the beginning, because the fact that farmers believed that the staff are the ones who know the problems that they are facing and how to deal with them. And so there was a little bit of reluctance in sharing of the deep needs that they are having, so that they can be known to other farmers and the broader group. Some of the factors that have led to success in terms of this new approach is one of them is the fact that when farmers are ready to commit themselves, when they feel that they are part of the actors and not beneficiaries, they are part of the solution and not just people who are in need, and so they need help. And then something else has been about the close support and training of the field staff. The fact that we've been there with the farmers in the field, in their homes, and we've been able to interact with them and get to know the depth, the felt needs of the farmers. And so through that process, trust has been built with the farmers. And so where trust is built, then the farmers are able to deeply analyze and discuss their issues with the field persons, so that they can be so that jointly we can find ways of dealing with the issues that the farmers are having. And then the fact that we have tailor-made training aids and manuals
and the post-training support. The fact that we don't just train and we leave the farmers to implement. We follow them in their farms and be able to support them so that they can be able to adopt. So thank you so much for your ears listening. I think I have talked a bit fast, but I also know that there could be questions. So I'm here, and also my colleagues are here. Even Nicholas is here. We can be able to deal with the questions. Asante sana. Ok, merci beaucoup Daniel. C'était très, très intéressant. Je pense qu'on a eu une traduction à peu près correcte de ce que tu nous as présenté. Et entre la traduction et les diapositives, je pense que voilà, ça a été très clair pour tout le monde. J'espère que vous avez pu suivre correctement cette présentation. Pour compléter peut-être ce temps sur CGL, je voudrais qu'on se donne voilà, 5 minutes de questions-réponses. Voilà. La présentation était quand même assez longue, donc pour l'instant, voilà, vous pouvez en effet lever la main, poser votre question. Voilà, pour l'instant, j'ai une personne qui a levé la main. Puis 2 personnes. Donc d'abord Dolourou en Côte d'Ivoire, puis Véronique en Côte d'Ivoire demande la parole. Est-ce que vous me confirmez que tout le monde a bien entendu et m'entend bien? Dolourou, vas-y. Ok, merci. Merci pour cet exposé que je juge vraiment brillant. Ma question se situe un peu au niveau de la transition. Il y a eu une étape avant, c'est-à-dire la manière dont l'OP faisait ses formations. Et après, il y a eu une autre étape où l'OP a changé ses manières de faire les formations et les résultats nous ont été présentés. Alors, je voudrais savoir le passage de l'étape A à l'étape B. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Comme on sait souvent que lorsque on veut peut-être innover les choses, parfois il y a des difficultés qui se posent au niveau des membres. Est-ce qu'il y en a eu? Et s'il y en a eu, lesquels? Merci. Ok, on va prendre la deuxième question et puis on donnera la parole à Daniel ou Nicolas pour répondre. Véronique? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'exposé super intéressant et instructif. Je voulais savoir si dans les besoins identifiés, parce que là, vous avez donné des exemples sur des formations techniques, santé des sols, engrais et autres, il y a eu des demandes sur des formations pour s'organiser dans des petits collectifs, pour mettre en œuvre un projet collectif, et comment vous y avez répondu? Ok, merci. Je le redis, n'hésitez pas à parler calmement pour être sûr d'avoir une bonne traduction pour nos partenaires. Dolourou, Véronique, vous avez encore les mains levées. C'est d'autres questions ou c'est toujours les mêmes? C'est bon? Daniel, Nicolas, avez-vous entendu les questions et est-ce que vous pouvez y répondre? C'est Nicolas. Ok. Nicolas? Yeah, thank you. Yeah, thank you for the questions. Yeah, the first question was about issues around difficulties during the transition period. Yeah, so like my colleague Daniel said, there were a bit of difficulties because sometimes farmers don't realize that that the issues that affect their lives, they always stick to the fact that maybe the teacher or the extension agent knows everything. So, but slowly we were able to engage the groups and we're able to have them realize some of the issues and develop ideas around enterprises like chicken rearing, like vegetable production, and slowly through engagement to be able to overcome some of those challenges.
Then question number 2, again, is also about issues around challenges again also, and I think I've been able to answer them, the question. Oui. Nadège, tu veux compléter Peut-être, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Nadège. D'accord. Bon, je ne sais pas, je vais le dire en français. Peut-être un complément par rapport à la première question, c'est que, en fait, les agriculteurs, c'est vrai, avaient l'habitude un peu de faire la liste au Père Noël. On a besoin de ça, on a besoin de ci. Et en fait, c'était pas tant des besoins que des souhaits. Et c'est là où on a travaillé avec les conseillers pour qu'ils n'aient pas peur de dire non, non, ça, on ne le fait pas, ou ça, on ne le fera pas, ou il y a d'autres priorités avant cela, avant d'avoir, par exemple, un incubateur pour les œufs. Bah, il faut déjà peut-être qu'on s'assure que vous soyez à même, que vous vacciniez bien vos poussins et vos poulets, que vous les nourrissiez bien, etc. Donc, il a fallu aussi un peu, au niveau des conseillers, de changer de posture, et parce que c'est vrai que, en fait, on leur disait un peu, bah, il faut être beaucoup dans l'écoute, en réponse aux besoins, et du coup, il a fallu leur dire, certes, mais dans la mesure où c'est pertinent, et donc ne pas hésiter à recadrer si besoin. Et donc la deuxième question, peut-être qu'elle n'a pas été bien traduite en anglais, c'était est-ce que des besoins avaient émergé sur l'organisation? Pas explicitement. Donc je me permets de répondre, et après, si les collègues veulent ajouter, ça n'a pas été fait vraiment explicitement. C'est plus parce que voilà, il y avait d'abord avant plus une approche où il y avait peut-être un paysan leader qui menait un peu les services. Et c'est vraiment dans la nouvelle approche là où on essaye de volontairement en fait de montrer que collectivement, en s'organisant collectivement, ils peuvent arriver à développer des services, mais ce n'était pas des besoins exprimés. C'est les conseillers qui, au travers des interactions, font prendre conscience aux agriculteurs que mais si vous faites ça ensemble, vous y gagnerez, et de réfléchir avec eux à leur organisation. J'espère que ça répond. Et pour les collègues, for colleagues, don't hesitate to add on this. Ok. Peut-être on va prendre la question de format gris. Et puis ensuite, on va passer à la présentation de Madagascar, puisqu'on a encore une présentation qui nous attend. Alors, format gris, je vous laisse ouvrir le micro. Je ne sais pas qui est derrière. Il y avait une main levée. Il faut ouvrir le micro et poser votre question. Format gris, il faut ouvrir le micro. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous et merci. C'est Erika de Format Gris. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai une question sur les résultats, sur la pérennité des interventions. Donc, j'aimerais bien savoir concrètement quels sont vos constats pour dire que les paysans relais sont devenus plus professionnels. Voilà. Merci. Je ne sais pas si la question a pu être traduite. Yes, Nicolas? Yeah, thank you again for the question. Yeah, when you talk about sustainability, it is now through the proximity, through very close accompaniment and development of the training of the farmer advisors. We have seen them, participate more for just a small change, like what we could call a few shillings for vaccination.
Then we have also seen some of the farmer advisors and some groups also selling the organic, the biopesticides and the biofertilizers. So through that small change, then the FAs are motivated and they're able to do more of the surveys to the other farmers, members of the group, and also other farmers outside of the groups. So that way they're able to sustain the surveys and they are more encouraged to continue serving the farmers. Ok, merci. Je pense que ça a apporté une réponse à la question. Je vais maintenant proposer à Sylvia et Andou de prendre la parole. Merci beaucoup, Nicolas, Daniel et puis Nadège pour cette présentation de l'expérience de CGA au Kenya. Nous allons maintenant donc partir à Madagascar avec un partage d'expérience à deux voix, donc à la fois avec le CEFEL et Cap Malagache qui vont nous parler de la formation des conseillers agricoles et de l'adaptation voilà, des modalités de formation des conseillers agricoles. Sylvia, est-ce que tu démarres? Voilà, Sylvia, et je ne sais pas du coup si Andou a une bonne connexion. Je te laisse démarrer, Sylvia. Ok, bonjour à tous et à toutes. Sylvia du CEFEL, responsable de formation au sein du CEFEL. Donc, dans ce qu'on va présenter, on va brièvement présenter le CEFEL et Cap Malagas. Ensuite, enchaîner sur le profil et mission des conseillers. Ensuite, on va parler un peu des effets de la formation des conseillers agricoles, l'évolution des besoins, ensuite le renforcement de compétences des équipes, quelle est la synergie entre CEFEL et CAP et on va terminer par une conclusion. Donc, rapidement, le CEFEL, Conseil, Expérimentation, Formation, Fruits et Légumes, un centre de formation à Antirabé. On a comme mission, tout d'abord, sur l'amélioration de la production par le développement des techniques adaptées en respectant l'environnement. On développe surtout les bonnes pratiques en agroécologie, le renforcement des capacités des différents acteurs et enfin, le développement de conseils économiques. Voilà la mission du CEFEL. Pour Cap Malagas, Cap Malagas, Conseil agricole de proximité, les missions de CAP, c'est accompagner les exploitations agricoles familiales et les organisations des producteurs dans l'amélioration des revenus à travers le conseil technico-économique et accompagner l'organisation de producteurs pour assurer la mise en place des services utiles dans la durée à travers les actions de conseil socio-organisationnel. Cap Malagas, c'est un dispositif avec 54 conseillers agricoles de proximité, 11 responsables techniques qui accompagnent ces conseillers agricoles, un responsable de suivi et évaluation et une équipe de soutien, les responsables d'activité, les comptables et le personnel de l'administration. On a actuellement 161 communes d'intervention réparties dans 10 régions de Madagascar avec 1852 organisations paysannes accompagnées, 19 000 environ d'exploitations agricoles familiales accompagnées et un conseiller intervient dans 2 à 4 communes avec en moyenne dans chaque commune 12 organisations paysannes par commune. Voilà pour Cap Malagas. Les missions des conseillers, il y a plusieurs plans
qu'ils interviennent tout d'abord sur parfois l'entrée, c'est toujours l'aspect technique, comment augmenter la production, améliorer la qualité de produit et ensuite sur le plan économique, enregistrer toutes les données technico-économiques pour pouvoir calculer le coût de production, la marge brute et apporter les informations sur le marché. Les conseillers interviennent également sur l'aspect socio-organisationnel, c'est-à-dire la structuration des producteurs. Ils animent aussi des groupes à travers des formations, des réunions autour des parcelles de démonstration. Ils collectent également les indicateurs sur le suivi et évaluation et surtout, ils ont adopté une attitude, une posture un peu sur l'écoute, l'observation, etc., que je vais détailler après. Donc, ils interviennent selon le contexte. Il y a certaines zones que le producteur demande encore comment augmenter la production, c'est-à-dire accompagner pour mieux produire, mais d'autres demandent déjà sur tout ce qui est aspect commercialisation, donc une diversité de demandes et donc ils s'adaptent en fonction de ces demandes. Les missions des conseillers, hein, si on veut aussi on détaille un peu. Donc, le conseiller, il laisse le producteur au centre, il écoute, il respecte les producteurs, il travaille dans la proximité. On a dit tout à l'heure que à l'échelle communale, il travaille progressivement et il s'accompagne les producteurs en fonction de leur vitesse. Sur l'aspect conseil technico-économique, les conseillers apportent des conseils sur les bases agronomiques, la diffusion de techniques de production à travers des formations, des démonstrations, des visites d'échange. Ils travaillent également sur tout ce qui est gestion de l'exploitation, sur tout ce qui est prévision, tenue de fiches d'enregistrement, calcul et jusqu'à l'analyse des données. Et ils travaillent aussi sur tout ce qui est gestion de post-récolte. Pour les conseils socio-organisationnels, là, j'ai déjà dit tout à l'heure que les conseillers ils accompagnent les producteurs à se structurer et ils font également des formations. Tout d'abord, identifier leurs besoins. Ils accompagnent les leaders. Ça peut être les paysans relais, les élus, les leaders paysans. Ils font des mises en relation avec différents acteurs, avec les producteurs. Ça peut être des acteurs sur les microfinances, ça peut être des acteurs sur la commercialisation, mise en relation avec des collecteurs, par exemple. Dans tout ce qu'ils font, ils développent des compétences transversales. À chaque action, ils font des planifications, des suivis et des évaluations. Ils sont toujours curieux à rechercher des informations et j'ai dit tout à l'heure qu'ils font également des animations de groupe à travers des réunions, des formations, etc. Voilà pour les missions des conseillers. Et donc, dans tout ce qu'ils font, hein, ils ont adopté une posture un peu, disons, posture de conseiller. Ils essayent d'écouter, d'observer ce que font les producteurs pour pouvoir comprendre, poser des questions pour vraiment comprendre ce que font les producteurs ou faire réfléchir les producteurs.
Et après ce diagnostic, peut-être ils font des formations et au cours de leur formation, ils montrent les bons gestes à faire avec les producteurs, les bons gestes pour apprendre, partager les informations à travers des expériences qu'ils ont vécues et ils acceptent quand même que tous les conseils, le conseil ne soit pas pris en compte et donc ils respectent le rythme des producteurs. Et au cours de la formation, hein, pour développer la posture des conseillers, le CEFEL, à travers la formation des conseillers agricoles, a mis en place une formation participative et active avec des mises en situation, des jeux de rôle, des sorties de terrain avec des stages et aussi des études de cas. Suite à la formation des conseillers agricoles qu'on a organisée au CEFEL, hein, ça a servi une base solide pour l'ensemble des équipes du groupe FIFATA parce que l'équipe de groupe FIFATA a déjà suivi la formation des conseillers agricoles au CEFEL, une formation en alternance de 7 semaines en alternance. Mais quand même, on a remarqué que les conseillers ont des niveaux d'appropriation très différents. Et donc, la mise en pratique est très variable, souvent conditionnée par le contexte local. J'ai dit là tout à l'heure qu'il y a les producteurs qui disent que pour nous, on veut encore améliorer la production. Il y a d'autres qui disent qu'on a besoin qu'on vend les produits, mieux vendre leurs produits. Et donc, la formation en groupe sont peu adaptés parce que les besoins des conseillers ont été vraiment très différents. On a vu au cours de la présentation de CAP qu'on a 54 conseillers, donc leurs niveaux sont vraiment très hétérogènes. Et donc, les besoins s'évoluent en fonction du contexte. Et sur ce, je laisse la parole à Yann pour continuer. Yann pour continuer sur l'évolution des besoins. Oui, alors je crois que ça va être avec Nadja. Ils doivent être ensemble. Est-ce que vous nous entendez bien, Nadja? Jans? Oui, on vous entend très bien. Ok, on vous laisse la suite. Oui, alors rebonjour à tous. Oui, et merci beaucoup à Sylvia pour cette première présentation. Donc, je suis Ange, la responsable de suivi évaluation de Cap Malagasy. On a un petit souci de connexion, alors je me suis connectée ici avec Nadja. Ok, pour continuer d'abord. Les besoins en formation et accompagnement des conseillers évoluent en fonction de leur expérience sur le terrain, mais aussi dépendent des besoins des producteurs qu'ils accompagnent et de leur zone d'intervention. Comme Sylvia a déjà mentionné tout à l'heure, par exemple, pour les producteurs qui sont classés dans les CEF3, leurs besoins d'accompagnement se focalisent surtout sur les aspects techniques de production, ou pour les EF2, c'est plutôt sur les postes de récolte ou commercialisation. Donc, les besoins en accompagnement, en formation des conseillers dépendent aussi donc de ces aspects-là. Il y a aussi la diversification des filières selon le contexte ou selon les bassins de production. Par exemple, la culture maraîchère est nouvellement introduite dans la région de Sofia, dans la région nord de Madagascar. Alors, les conseillers là-bas, ils ont besoin plus de formation, d'accompagnement dans cette voie-là.
Il y a aussi la stratégie d'adaptation de la technologie au conseil. Euh, Avec l'avancée de la technologie, les besoins en renforcement et accompagnement sur cet aspect sont vraiment importants et non négligeables aussi pour les conseillers. Mais toutefois, ces besoins varient d'un conseiller à un autre en fonction de leur niveau d'appropriation des outils technologiques. Parce qu'il y a des conseillers qui sont plus avancés sur l'utilisation de ces outils-là. Il y en a ceux qui sont un peu en difficulté. Il est donc préférable de privilégier ou de favoriser des échanges entre pairs afin de mieux répondre à ces besoins-là, ou plutôt des accompagnements plus individualisés pour répondre aux besoins plus spécifiques de chacun. Il y a aussi, donc, face au changement climatique, les conseillers agricoles de proximité ont besoin de renforcement des compétences dans cette différentes expérimentations de proximité et grâce à des partenariats avec CEFEL ou les autres projets, programmes qui travaillent avec nous, qui dispensent des formations dans cet aspect-là. Et aussi la création des références régionales, leurs besoins d'accompagnement pour valoriser leurs propres données, leur expérience et les consolider pour avoir vraiment des références régionales. Et comment donc on développe les compétences des conseillers dans la durée? Il y a donc deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement plus formel et il y a les types, on peut dire, informels. Il y a d'abord donc l'encadrement et accompagnement en interne. C'est-à-dire l'accompagnement par les responsables techniques ou responsables de surévaluation, comme accompagnement plus formel. Et il y a aussi les types informels comme les échanges entre pairs. Par exemple, pendant les réunions d'équipe, il y a les partages d'expériences où il y a les conseillers qui appellent directement leur pairs s'il y a des questionnements ou des savoir-faire qu'ils connaissent que les autres maîtrisent mieux. Il y a aussi le retour d'expérience des cadres, parce que parfois, il y a les divers ateliers ou formations avec les autres partenaires et ce sont souvent les cadres qui assistent à ces ateliers ou formations et donc les cadres font des retours auprès des conseillers. Il y a aussi les visites d'échange interrégionales ou nationales ou auprès de CEFEL ou dans d'autres organismes. Il y a la gestion des connaissances et des informations pour groupe FIFATA. Utilisation de gestion des connaissances du groupe FIFATA. On a à peu près un fichier de 40 gigas d'informations où on met tous les savoirs tous les outils développés par groupe FIFATA ou avec FART, où on met donc tous les supports de formation, les mini-films et tous les fiches techniques où les conseillers peuvent utiliser. Mais il y a aussi donc la documentation en dehors de ces gestions des connaissances du groupe FIFATA. Il y a aussi donc entre groupe FIFATA et FART, la formation, les diverses formations comme formation cadre élu, l'université paysanne et aussi les modules e-learning comme savoir-faire, la formation accro et les extra-FART. Mais à part ça, il y a aussi les partenariats avec d'autres acteurs
comme la formation par les autres acteurs de développement qui travaillent sur différentes zones à Madagascar, comme l'APTRA, le GSDM, Cœur de forêt, mais aussi le partenariat avec le gouvernement. Il y a souvent des formations dispensées par la DRAE ou les ministères de la Pêche ou l'utilisation des fonds malgaches de formation professionnelle. Mais il y a aussi donc les projets de développement comme Dynamique et REACH qui offrent toujours des formations, des accompagnements pour nos conseillers. Et tout cela montre donc une forte dynamique d'apprentissage. Et pour la synergie entre CEFEL et Cap Malagasy, puisque c'est donc les conseillers qui sont en contact direct avec les producteurs sur les terrains. Donc, les conseillers ils collectent les besoins à la base et remontent ces besoins-là au niveau de CEFEL et à la collaboration donc, entre CEFEL et Cap Malagasy pour créer des modules adaptés aux besoins sur terrain, que ce soit besoin de formation pour les producteurs ou pour les élus ou pour les PR ou même pour les conseillers. Et la stratégie en partenariat aussi au niveau de la production de semences et expérimentation. C'est CEFEL qui mène la formation et font la réalisation sur terrain. Mais avec ça, donc, c'est les conseillers sur terrain qui font le suivi et l'accompagnement des producteurs. Et finalement, il y a l'utilisation des données sur terrain pour la création des références régionales. Mais en retour aussi, il y a la valorisation des références auprès de CEFEL comme pour avoir donc des idées comme balise. Donc, on utilise aussi ces références au niveau de CEFEL comme balise par rapport aux données récoltées sur terrain. En conclusion, donc, il y a un besoin régulier de renforcer les capacités des conseillers, mais ces renforcements de capacités ou ces accompagnements doivent être adaptés selon les besoins des producteurs et de la zone. Et aussi, pour ce, il y a donc les diverses formations, les visitations. Il y a aussi les échanges formels et informels entre les conseillers, avec les cadres ou avec les autres personnes ressources. Mais il y a aussi donc la documentation. Désolée, on a été coupé. Vous entendez, ça va? Oui, ça va. Oh. Oui, là, on est de retour. Pardon pour la petite coupure. Donc, en synthèse, l'environnement professionnel du conseiller. Donc, il y a d'abord la formation de base, formation des conseillers, la formation initiale académique et aussi la formation technique à thématique courte, la formation complétée par la formation FCA auprès de CEFEL. Mais ensuite, il y a l'encadrement et accompagnement pour être accompagné, pour bien accompagner. Donc, il y a la technique, accompagnement sur la partie technique, la structuration et démarche. Il y a aussi donc l'encadrement administratif et les techniques spécialisées comme légumes ou fruits ou pour les fermiers. Il y a la gestion des connaissances et des informations. C'est un support pour les conseillers
Il y a donc les fichiers gestion de connaissances qui sont installés dans les tablettes numériques des conseillers. Il y a aussi les divers outils NTIC comme Irusu, les Facebook et les divers bases de données ou applications proposées par les autres partenaires qu'on installe dans les tablettes des conseillers. Il y a aussi donc le dispositif de suivi-évaluation par les activités, les effets, les structurations. Mais à part ça, il y a le partenariat donc en interne du groupe FIFATA. Il y a la formation des leaders par FFLP. Il y a la formation cadre élu ou formation Université paysanne par Formacri. Et en externe du groupe FIFATA, il y a la formation donc par les TRAE, FDA ou les divers ONG, programmes. Ok, merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, on est ici pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Hans et Sylvia. Donc, on va se donner, comme tout à l'heure, quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions. Donc, j'ai déjà une première main levée. Koulibaly, en Côte d'Ivoire. Je te laisse poser la question. Et puis, si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main. D'accord. Ok, vous m'entendez? On t'entend bien. D'accord, merci comment elle s'appelle là? À la dame pour la Sylvia et présentation. Hans. Ils étaient deux. Ok, merci à Sylvia pour la présentation. Ici, j'ai noté un point au niveau des besoins des conseillers. Et là, dans son intervention, elle a dit que le niveau des conseillers était hétérogène. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas soit le niveau les mêmes niveaux de compétences ou d'expérience. Est-ce qu'il y a des résolutions qui ont été prises par rapport à ça? Est-ce que ne pensez-vous pas que le fait que les conseillers ont ces niveaux de compétences hétérogènes ne pourraient pas avoir des impacts au niveau de l'accompagnement des producteurs au sein des OP? Parce que si nous sommes 3 conseillers, par exemple, que nous encadrons 3 OP et qu'il y a 2 qui ont des niveaux vraiment de... Est-ce que ça ne pourra pas avoir des impacts sur l'accompagnement que FET apporte aux OP de Madagascar? Alors, merci. Ok. Sylvia ou Hans, est-ce que vous voulez répondre? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Oui, je vais essayer de répondre et puis Yann, ça peut-être va compléter. Donc, par rapport au niveau hétérogène des conseillers, hein, donc c'est après la formation qu'on voit vraiment ce niveau très hétérogène. Donc là, au niveau du CFL, là, nous, on fait des missions d'accompagnement subterrain. Donc, on a essayé de le renforcer en fonction de ce qu'on a observé et analysé. Donc, il y a donc un accompagnement individuel justement pour corriger ou le recommander quand ils font des accompagnements au niveau des producteurs. Et il y a ça d'abord, l'accompagnement individuel, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise quelquefois des échanges entre eux, parce qu'au niveau, chaque année, hein, on a un regroupement au moins
une fois annuelle au CEFEL ou délocalisé. Et donc, c'est à ce moment-là on favorise les échanges, échanger avec les conseillers, échanger sur les approches, les difficultés. Donc, ça, c'est une façon de renforcer toujours leurs compétences. Je ne sais pas si Yann a quelques rachouts. Oui, donc pour compléter ce que Sylvia vient de dire, oui, on se rend compte donc, que les formations classiques et standardisées, uniformes, c'est peu efficace par rapport à cette diversité d'appropriation-là. C'est pour cela qu'on favorise vraiment donc les échanges entre pairs, c'est-à-dire que pendant les réunions d'équipe, parce que il y a donc les réunions d'équipe mensuelles dans tous les antennes régionales. Et pendant cette réunion d'équipe-là, on favorise vraiment donc les échanges entre les conseillers et aussi, il n'y a pas vraiment des impacts sur les producteurs accompagnés parce que il y a donc, il y a des thématiques spécifiques où un conseiller n'arrive pas à bien maîtriser, ils appellent toujours recours aux responsables techniques où ils peuvent faire des échanges ou appeler les autres conseillers pour leur aider sur cette thématique-là. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'Assemblée? Je ne vois pas d'autres questions. Je vais me permettre d'avancer dans ce cas-là, juste pour une petite synthèse, et puis vous libérer pour cet après-midi, si c'est bon pour tous. Ouais. Alors, je vais essayer de reprendre un peu en 3 points les messages clés de ce webinaire. Pardon. Je pense que vous voyez bien, ça va? Je ne sais pas si vous avez encore le... Oui, c'est tout bon. Les sous-titres chez moi, oui, c'est bon, ils sont encore là. Je vais rebasculer peut-être en français pour les sous-titres. Donc, ce qu'on peut dire en termes de synthèse, d'abord, un message clé. La formation, en fait, comme on l'a vu dans la définition, c'est un dispositif qui est organisé pour faciliter et guider l'apprentissage. Donc oui, une formation, c'est quelque chose qui permet d'apprendre. Mais l'apprentissage peut aussi se produire sans formation. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir justement avec le cas de Madagascar, où finalement on voit qu'il y a une formation de base qui est FCA, mais derrière tout un environnement professionnel qui contribue à apprendre. Donc je vous ai remis ici un peu un tableau qui montre justement la différence qu'on peut avoir entre une formation, qui est quelque chose organisé, planifié, avec un début et une fin délimitée dans le temps, avec des outils pédagogiques, des modules, quelque chose de structuré. Et à côté, ce qu'on va appeler l'apprentissage, qui est une compréhension un peu plus globale, qui est un processus un peu continu, où l'individu va acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. C'est pas inscrit dans le temps et en fait l'apprentissage se fait de toutes sortes, par l'expérience, par la pratique, par l'observation, par les essais-erreurs ou par les interactions sociales. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir notre définition un peu ou notre compréhension de ce qu'on appelle la formation ou l'apprentissage plus au sens large. Et donc je pense que dans notre métier, dans l'accompagnement des agriculteurs, notre objectif n'est pas tant de faire des formations, mais notre objectif est bien d'accompagner l'apprentissage des agriculteurs dans toutes les formes possibles. Ensuite, le deuxième message clé à retenir, c'est que pour qu'une formation soit efficace et pour qu'elle favorise vraiment un apprentissage profond, si vous vous rappelez de l'iceberg, vraiment l'apprentissage profond chez l'adulte, elle doit respecter un certain
principes pédagogiques. D'abord, elle doit valoriser au mieux l'expérience locale et le contexte. Donc, ça veut dire qu'il faut faire parler les agriculteurs, les écouter, rentrer en dialogue, adapter nos outils et nos méthodes pédagogiques pour favoriser ce partage d'expérience et favoriser l'expression des producteurs. On doit prioriser l'apprentissage pratique et concret, aller sur le terrain, apprendre à observer, mettre en pratique lors de démonstrations ou des essais. On doit adopter en tant que technicien conseiller une posture d'accompagnateur facilitateur plutôt que de formateur avec une approche descendante top-down. Et puis surtout, on doit assurer un suivi, accompagner tout ça avant, pendant, mais surtout après la formation, puisque l'apprentissage, lui, se fait de manière continue. Enfin, le troisième grand message à retenir, c'est que, au-delà de la formation, il faut favoriser les situations d'apprentissage formelles et ou informelles tout au long de l'accompagnement des agriculteurs. Des apprentissages sur le terrain, lors d'échanges informels entre pairs, avec un conseiller, avec d'autres partenaires et en valorisant les savoirs paysans. Comment on fait ça? Eh bien, on favorise la rencontre. On favorise les temps d'échange, les visites, les déplacements dans les parcelles de démonstration, les champs-écoles où on va tester tout au long d'une saison, d'une campagne, différents itinéraires techniques. On va développer différents supports qui sont adaptés à notre public. On va animer des temps de bilan, puisqu'on a dit aussi qu'il fallait évaluer un peu ce qu'on avait appris. Tous ces temps d'échange qui, en fait, sont de l'accompagnement du conseil, sont en fait des temps d'apprentissage très importants. Il ne faut pas juste penser à notre formation qui va durer 2 heures sur tel sujet, mais vraiment essayer d'avoir, je dirais, une diversité de situations d'apprentissage que l'on puisse accompagner chez les producteurs. Voilà, je pense que les deux exemples qu'on a vus ici, à la fois avec un public d'agriculteurs ou avec un public de conseillers, vont dans ce sens-là, que ce soit au Kenya où l'évolution du dispositif vers quelque chose davantage en proximité et connecté aux réels besoins des producteurs, ou que ce soit à Madagascar où on a vu, voilà, au-delà d'une formation structurée qui est FCA, qu'il y a tout un environnement professionnel qui favorise le développement de compétences. On voit bien, voilà, que notre rôle est bien d'accompagner le développement d'un apprentissage au sens large. Voilà, alors, il y avait normalement ici un petit questionnaire de satisfaction qui vous était partagé. Je vais me permettre de le faire en vous partageant un lien. Tac, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, je vous invite dans le chat à regarder le questionnaire de satisfaction qui vous est fourni, donc avec 3 questions qui sont posées. Votre satisfaction générale par rapport à ce webinaire, les messages clés que vous retenez de ce que vous avez compris, et puis si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on travaille dans de prochains webinaires. Voilà. Donc le formulaire, je vous ai mis le lien ici. Normalement, il aurait dû apparaître à l'écran, mais ce n'est que partie remise. Et donc, pour conclure, je vous rappelle que vous disposez, vous aussi, d'un espace de ressources qui s'appelle Extrafert, dans lequel vous pouvez retrouver voilà, des ressources un peu à différents niveaux, sur du conseil agronomique, sur du conseil organisationnel, socio-orga, sur des outils transversaux, justement sur l'ingénierie de formation, sur le suivi évaluation. Voilà, tout ça est disponible sur cet lien Internet ici. Si vous scannez le QR code aussi qui vous est présenté, vous aurez voilà, possibilité d'accéder à Extrafert. Si jamais vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Normalement, cet espace est ouvert à vous tous. Voilà, je vais maintenant conclure ce webinaire. Tout d'abord en remerciant nos intervenants pour le partage d'expériences et puis en vous remerciant tous pour votre attention, en espérant que vous avez pu suivre au mieux
cette séance en 2 langues et que l'intelligence artificielle a été efficace pour ce travail. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Amandine. Bye bye. Merci. Merci bien. Bye bye. Merci, au Ouais. revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, Amandine. Merci beaucoup et au revoir. Hello. Au revoir et merci.